à tous. Si ça vous va, on peut commencer. Alors, je voudrais faire quelques mots d'introduction. Alors, je suis Agathe Delaune, responsable du pôle Open Science à la plateforme des données de santé. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'Institut du cerveau ainsi qu'à distance. Le meet-up d'aujourd'hui est co-organisé par l'Institut du cerveau, l'équipe Aramis de Judith Abécassis et de Thomas Nedelec et par la plateforme des données de santé. Alors, le meet-up d'aujourd'hui, le 26e meet-up dédié au SNDS que nous organisons. En effet, à la plateforme des données de santé, nous organisons régulièrement des meet-up sur des travaux d'utilisation de données du SNDS et en particulier, nous mettons en avant les travaux lorsqu'ils sont ouverts en open source à la communauté. Donc, la session d'aujourd'hui est dédiée à la thématique de la cardiologie avec 3 interventions. Voilà. OK, merci. Donc, l'intervention du docteur Maxime Bédon sur l'artérite à cellules géantes, l'intervention du docteur Younes Yousfi sur les parcours de soins liés à la mort subite et celle du professeur Florence Tubac sur les toxicités des inhibiteurs de checkpoint. Donc, merci à eux pour leur présentation. On terminera le meet-up vers 19h10 avec un moment d'échange convivial pour poursuivre les échanges. Et pour information, ce meet-up sera enregistré pour permettre la diffusion d'un replay par la suite. Voilà, je vous souhaite à tous un bon meet-up et je donne la parole à Thomas. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui à l'ICM. Je vais dire vraiment un mot très bref. L'Institut du cerveau, ça a été créé en 2010, construit pour mieux étudier les maladies du cerveau en mettant au même endroit des gens qui travaillent sur le cerveau à partir des cliniciens, des biologistes et différents chercheurs. Donc là, nous, on a créé ce workshop en collaboration avec le LCT pour un peu orienter un peu plus certaines thématiques au niveau clinique. Donc, dans l'équipe d'organisation, il y a Judith, avec les chercheuses de INRIA, il y a Younes, que vous allez voir va présenter, et ensuite Octave Levatière, qui est en ce moment dans le département de santé publique de la Pitié-Salpêtrière. Je vais laisser la parole. On va appeler le premier présentateur. Donc, l'idée de ce workshop, c'est d'essayer de faire des présentations qui seront un peu plus pour les cliniciens, pour intéresser, leur montrer à quoi servent les données du SNDS. Et donc, on a essayé de structurer un petit peu ça comme cela. Donc, on a commencé par un premier il y a 2 mois, donc c'était déjà l'Institut du cerveau sur la neurologie. Ça faisait beaucoup de sens. Donc là, on en fait un deuxième sur la cardiologie. Mais l'idée, c'est de tourner entre les différentes institutions qui travaillent sur le SNDS aujourd'hui à Paris et de couvrir différentes thématiques. Donc, peut-être la réanimation, peut-être la rhumatologie, peut-être des sujets un petit peu plus médico-économiques. En tout cas, l'idée, c'est de tourner avec le HDH sur différentes thématiques et de couvrir différentes thématiques cliniques. Je vais laisser Octave introduire. Bonjour à tous, merci pour votre présence et un grand merci à nos trois orateurs pour cette séance. Donc, je suis Octave Delmatia, je suis assistant hospitalier universitaire dans le service de santé publique et j'organise aussi ce meet-up. Donc, je vais laisser la parole à Maxime Bédon, qui est interniste de formation et qui est actuellement en doctorat d'université dans l'équipe INSERM PEPIT, voilà, dans le service de santé publique de la PHP. Donc là, merci beaucoup. Je te mets du slide. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour parler de cardiologie, il y a 3 personnes non cardiologues qui sont venir. Il n'y a pas que les cardiologues qui s'intéressent à la cardiologie. Je ne sais pas si la réciproque est vraie. Donc, je suis interniste et doctorant dans l'équipe PEPIT. Je vais vous présenter ce premier travail de thèse où on s'est intéressé à l'aspirine à faible dose
en prévention des événements cardiovasculaires majeurs dans l'artérite géante, et donc on a une RNSSI dans le SNDS. Donc, également, donc, l'artérite géante, c'est une maladie qui est rare, donc probablement beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est une vascularite, c'est-à-dire c'est une inflammation des vaisseaux. Où on peut voir en haut à droite, on a ici un vaisseau où il y a plein de petits ponts bleus, donc ça, ce sont des cellules inflammatoires qui viennent boucher comme ça le vaisseau, et donc on voit bien que la lumière, c'est-à-dire le trou là par lequel sont censés passer les globules rouges, est très rétréci. Par conséquent, c'est une maladie qui touche des personnes qui sont âgées de 75 ans, et donc relativement rare, et on la traite souvent par corticoïdes et immunosuppresseurs. Il se trouve que donc on comprend bien que si les vaisseaux sont enflammés et rétrécis, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire qui est très importante contre cette maladie. Ça, c'est une étude récente qui a aussi été faite dans les SNDS, d'ailleurs. On voit ici la courbe en vert, il faut comparer à la courbe en bleu, où on voit que les patients en vert, donc une artérite géante, ont un risque très augmenté, doublé, on va dire, de MACE et d'AVC, d'infarctus du myocarde. Et si on regarde en fait les courbes de survie, on a l'impression que c'est très précoce. Je sais pas si j'ai on voit que c'est très précoce, que vraiment juste après diagnostiquer la maladie, il y a vraiment un pic d'incidence de ces événements cardiovasculaires. La prévention par aspirine, elle est débattue, il y a des mécanismes qui disent... la prévention par aspirine, elle est débattue, il y a des méta-analyses qui préconisaient en prévention primaire un potentiel bénéfice, mais cependant, il y a quand même des populations chez qui le risque semble vraiment dépasser les bénéfices. Et aujourd'hui, les recommandations en population générale sont plutôt chez des patients jeunes, à très haut risque cardiovasculaire. Et chez nos populations donc, âgées de l'artérite géante, finalement, ce bénéfice, il est quand même très incertain. Il y a une étude randomisée chez des patients âgés à non haut risque cardiovasculaire qui a été publiée en 2018 et qui retrouvait une augmentation des événements hémorragiques et aucun bénéfice cardiovasculaire. C'est tendance quand même à vraiment ne pas utiliser l'aspirine dans cette population-là, a priori. Dans l'artérite géante, les anciennes recommandations européennes préconisaient de mettre de l'aspirine, et c'était basé sur pas beaucoup d'études. Et plus tard, alors qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'études, ils sont plutôt revenus en arrière en disant, vu qu'on n'a pas de preuve du bénéfice, on ne va pas recommander systématiquement de mettre de l'aspirine en prévention clinique. Et alors que les recommandations françaises disent, vu qu'on ne sait pas, nous on préconise plutôt de le mettre chez des patients qui sont à haut risque d'événements ischémiques. Ce qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'on a bien vu juste avant que tous ces patients d'artérite géante ont un risque augmenté. Et donc, vu que nous sommes dans une situation où il n'y a pas suffisamment de preuves dans nos populations particulières du bénéfice de l'aspirine, on a décidé d'essayer de répondre à cet objectif-là, de quel est l'intérêt de l'aspirine en prévention primaire au diagnostic d'artérite géante qui n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires pour prévenir justement l'incidence d'un premier événement cardiovasculaire. Et donc, en objectif secondaire, c'est d'élever la balance bénéfice-risque avec les événements hémorragiques. Donc, on a fait une émulation d'assez cibles qui est en fait maintenant une méthode qui est de plus en plus utilisée où en fait on va vraiment détailler le plus précisément possible les cibles idéales qu'on ferait si on avait les moyens et un temps infini. Et on va essayer de coller au mieux à cette essai cible dans notre base de données avec les données qui sont à disposition. Et on va essayer après d'utiliser des méthodes statistiques pour éventuellement corriger certaines choses qu'on ne peut pas, certains biais on va voir juste après. Donc on a défini une population qui était âgée de plus de 50 ans, qui avait un premier code SIM10 d'artérite géante dans le PMSI, sachant que la pratique courante, c'est d'hospitaliser quelqu'un quand on a une suspicion d'artérite géante pour lui faire les examens, débuter la corticothérapie, etc. On a exclu ceux qui étaient en EHPAD avec PLI parce qu'on suspectait qu'on n'avait pas bien capté les traitements qui étaient délivrés en pharmacie et on a enlevé évidemment ceux qui avaient des antécédents cardiovasculaires, de fibrillation atriale et on a enlevé ceux qui étaient au moment du diagnostic sous traitement anticoagulant, anticoagulant. Notre intervention, c'était donc une prescription d'aspirine à dose préventive, donc de 75 à 300 mg par jour. Et on a émulé donc une randomisation le jour de la sortie de l'hospitalisation. Sauf que nous, vu que les gens ne vont pas forcément à la pharmacie le jour même de l'hospitalisation, on a laissé un délai de 14 jours après cette sortie d'hospitalisation. Et donc, laisser un délai comme ça de 14 jours, ça peut créer ce qu'on appelle un biais de temps immortel. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du clonage sans surpondération, qui est une méthode qui permet de prendre en compte justement cette espèce de délai où on ne sait pas trop si le patient a pris l'aspirine par l'aspirine
Et donc, ça consiste simplement à créer des clones. En gros, l'impression est dupliquée dans bras-aspirine, bras-aspirine. Il est censuré le jour où il évite de son intervention. C'est-à-dire que si dans bras-aspirine et qu'il ne va pas prendre l'aspirine, le 14e jour, il est censuré. Si jamais il est en bras contrôle, si un jour il va chercher l'aspirine, il est censuré dans ce bras-là. Donc, à la fin, j'ai le bon nombre de patients et on va utiliser des covariables d'intérêt pour faire la probabilité inverse de la probabilité de censure, ce qui nous permet de restaurer la comparabilité entre les groupes. Notre critère de jugement donc, était évalué depuis un an, c'était les infarctus du myocarde, les AVC ischémiques. On a choisi de prendre les décès toutes causes dans ce critère principal, et les événements secondaires étaient donc ce même critère, mais évalué à plusieurs temps. Les hémorragies majeures, les décès d'origine cardiovasculaire, un bénéfice clinique net, une espèce de gros composite qui inclut à la fois les événements cardiovasculaires majeurs et à la fois les événements hémorragiques. On a inclus les patients de 2010 à 2022 avec une fin de suivi en fin 2023 pour que tout le monde puisse avoir une évaluation des critères de jugement principal. Et on a évalué à la fois en ITT et en parcours de protocole. Les covariables, donc on a utilisé des variables démographiques qu'on avait à disposition dans les SNDS, donc c'est-à-dire l'âge, le sexe, on a utilisé le FDEP et on a aussi utilisé si les patients étaient sous C2S ou pas pour avoir un proxy de leur état, des variables socio-économiques. Les facteurs de risque cardiovasculaire, évidemment, les comorbidités, les facteurs de fragilité aussi, c'est-à-dire les antécédents de chute, la polymédication, la démence, des cancers, des insuffisances d'organes quelconques, et des variables qui sont liées précisément à l'artériosclérose géante, c'est-à-dire est-ce qu'il y a peu de polyarthrite trisomique associée ou pas, mais bon, ça je vais peut-être passer vite. Et enfin, donc, pour estimer nos différences entre les groupes, on a fait une différence de temps à différents temps. Ou plutôt que faire un hazard ratio, parce que c'est un peu discuté dans l'inférence causale, et donc pour ça on a fait des Kaplan-Meier et on a évalué des différences de risque et leur intervalle de confiance par bootstrap. On a donc défini des sous-groupes d'intérêt et enfin on a défini des contrôles d'outcome, c'est-à-dire qu'on voulait voir si notre intervention était spécifique, donc on a regardé les risques d'infection qui normalement ne doivent pas être modifiés si on prend l'aspirine ou pas, donc c'était un contrôle négatif. Et après, on a fait une autre exposition contrôle, mais j'y reviendrai après parce que c'était un peu post-hoc en fonction des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 14 500 patients inclus, avec un tiers de patients qui recevaient de l'aspirine et 2 tiers qui n'en recevaient pas. Et ce qui nous a frappé, mais ce qui était en fait attendu complètement a priori, c'est que si on regarde le profil cardiovasculaire entre ceux qui en reçoivent et qui ne reçoivent pas, il y a pas de différence. Il y a autant de diabète, autant d'hypertension, ils ont le même âge, le profil, le sexe ratio est le même. Donc ce qui montre bien que c'est plutôt une propension qui est liée, c'est plutôt lié aux cliniciens et aux préférences du clinicien de mettre de l'aspirine, plutôt que lié à quel patient est-ce que le clinicien a en face de lui. Donc ça, c'était le premier message en fait qu'on avait. Donc évidemment, on a tout de même ajusté. Et donc l'autre chose, c'est qu'on voyait que c'était plutôt stable au cours des années à partir de 2014, avec environ un tiers des patients qui le reçoivent. Et les patients le recevaient pendant 1 an en médiane, mais toutefois, il y avait quand même un quart des patients qui continuent de recevoir de l'aspirine après 3 ans. Donc voici nos résultats principaux. Donc à gauche, vous avez un peu les Kaplan-Meier pour les MACE en bleu, les événements hémorragiques en rouge, les décès en vert et le bénéfice clinique net en violet. Et ce qu'on retrouvait à 1 an, qui était donc notre critère de jugement principal, c'est qu'on avait une diminution modeste absolue du risque de MACE, de l'ordre de 0,5% de différence absolue, ce qui ramenait tout de même à une différence relative de 14%. Et en particulier, on avait une diminution du risque de décès toute cause, de l'ordre de 0,4%. Par contre, on avait une franche augmentation du risque hémorragique à peu près similaire, de l'ordre de 0,5%. Et si on regarde à des temps un peu plus tardifs, on voyait toujours ce bénéfice des MACE, diminution de 1% à 3 ans. Et pour les événements hémorragiques, on n'observait plus ce surrisque. Donc globalement, donc on avait un effet significatif. Et si on regarde un peu les événements hémorragiques et ischémiques, hémorragiques, on avait surtout des hémorragies digestives et autres, et pas beaucoup d'hémorragies intracrâniennes, non significatif pour les hémorragies intracrâniennes. Alors que pour les événements cardiovasculaires, on avait vraiment une diminution des infarctus du myocarde et surtout à des temps tardifs, c'est-à-dire à partir de 2-3 ans, alors que pour l'AVC, c'était tout juste significatif à 3 ans
et également pour la mortalité cardiovasculaire. L'autre chose qui est quand même à noter, c'est qu'on avait une augmentation paradoxale, enfin pas paradoxale, mais anormale du nombre d'ischémies de membres sous aspirine. Donc, ce qui nous fait penser quand même qu'il y avait une partie de la population chez qui on n'arrivait pas bien à équilibrer nos groupes, ou en tout cas à identifier les patients chez qui il y avait une indication, enfin, de l'aspirine plutôt qui était donnée pour une indication précise initialement. Bon, après, il n'y avait que 70 événements au total sur les 14 000 patients, mais tout de même, ça fait penser qu'il y a toujours des patients à très haut risque cardiovasculaire qui n'ont pas réussi à identifier probablement avec des variables qu'on a utilisées. L'autre résultat qui était un peu inattendu, c'est quand on a regardé par sous-groupe, on a vu qu'il y avait un bénéfice de MACE chez les femmes à 1 an et 3 ans, sans vraiment de différence hémorragique, alors que chez les hommes, il n'y avait aucun bénéfice en termes de MACE, et par contre, il y avait vraiment une augmentation du risque hémorragique. Ce qui a amené une analyse avec une exposition contrôle qu'on va voir juste après. Et donc, l'autre chose qui était pour le coup un peu plus cohérente avec d'autres études, on va dire, de prévention primaire par aspirine, était que les patients diabétiques, eux, avaient une franche augmentation, une franche diminution, pardon, du risque cardiovasculaire sous aspirine, avec une diminution de l'ordre de 2,2% à 1 an, ce qui commence à être considérable. Et après, quand on avait stratifié par nombre de critères de facteurs de risque cardiovasculaire, il n'y avait pas de gros signal qui sont. Donc après, pour se convaincre qu'on n'avait pas de la confusion résiduelle, on a pris un outcome control qui était des infections. Donc normalement, l'aspirine n'est pas censé influer sur les infections et c'est bien ce qu'on observait. Globalement, quand on regardait le risque d'infection à 1 an et après au temps suivant, il n'y avait vraiment pas de différence. Et après, donc, pour cette histoire de risque hémorragique qui était différente en fonction des hommes et des femmes, ça nous a aussi quand même un peu embêté parce qu'il n'y a pas non plus de grosse littérature qui va dans ce sens-là. Donc on a regardé si avec une exposition contrôle cette fois-ci, en utilisant les laxatifs, on avait une différence et on n'avait vraiment aucune différence entre les hommes et les femmes sur le risque de survenue d'hémorragie. Il y avait un risque augmenté de MACE, mais ça, pour le coup, il y a des papiers observationnels qui vont dans ce sens-là. Donc, bon, on a tous ces résultats secondaires étaient dans l'idée d'essayer de diminuer en tout cas notre incertitude vis-à-vis de la présence de biais de confusion résiduelle pouvant expliquer nos résultats. Donc voilà, donc en conclusion, l'aspirine à faible dose introduite au diagnostic d'artérite sous-jacente et sans indication cardiovasculaire n'était pas motivée en tout cas par les caractéristiques initiales du patient dans la majorité des cas. Elle était associée à un bénéfice qui était significatif, mais modeste, on va dire, avec une diminution du risque relatif de 0,5% à 1 an. Mais incluant la mortalité toute cause, avec toutefois une augmentation du risque hémorragique à 1 an, et donc probablement qu'il y a des sous-populations qui en bénéficieraient plus que d'autres. Donc les femmes et les hommes, on voit qu'il y avait une différence, et particulièrement les patients diabétiques, chez qui pour le coup la différence est un peu plus nette et convaincante. Donc ça motiverait plutôt une utilisation pas médiée par les préférences du clinicien, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais plutôt liée aux caractéristiques de chaque patient. Voilà. Si vous voulez discuter la méthodologie des résultats, je serais ravi. Et un essai randomisé, a priori, si j'ai bien vu, il y a 18 000 patients qui sont des patients à faible risque. Et dans le background, il dit qu'on va regarder chez des patients à faible risque en ayant du coup enlevé des patients avec qui sont cardiovasculaires qui auraient une population. Voilà. Donc on se retrouve là aussi dans une même population. Donc on a un soutien. On a dit oui, par l'habitude, elle est bien. Elle est sur ces limites qui ont été maintenant activables. Ce qui ne pourra pas, c'est de commencer sur les limites organisées évidemment, ça semble exactement la question, c'est chez ces patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques, qui sont des patients qui sont reconnus comme étant un risque cardiovasculaire de base augmenté. Qu'en est-il chez ces patients-là chez qui on n'aura jamais un essai randomisé avec 18 000 patients et qui ne sont pas inclus dans ces essais randomisés des populations générales, comme on l'a vu, avec 18 000 patients? Les 18 000 patients, c'est des patients tout venant, qui avaient éventuellement une hypertension du diabète, enfin pas de diabète, pardon, mais ce n'est pas quelqu'un qui est. Non, c'est des patients, bon, c'est une maladie qui est rare, hein,
et qui sont immunocorticoïdes à 75 ans avec les vaisseaux inflammés. Donc on n'est pas dans la même population que les patients tout blancs. Donc c'est pour ça qu'on a restreint cette population. Voilà, c'est l'étude de travail et sur les conclusions, ça donne plutôt envie de faire un essai et organiser. Ah ben, ça donne carrément envie, mais parce qu'avec les différences qu'on met en évidence, il faudrait un nombre de patients important et du coup un délai de recrutement qui serait probablement inenvisageable. L'incidence par an en France de la maladie, c'est 2000 personnes. Au total. Il y a une question en ligne. Avec quel proxy avez-vous évalué le statut fumeur? Ouais, donc ça, c'est une grosse limite du SNDS, bien sûr. Donc on a pris toutes les maladies qui sont les complications du tabac, c'est-à-dire l'emphysème, la BPCO, etc. Le fait d'avoir été en pharmacie pour prendre des substituts nicotiniques essentiellement. Et après, bah, on a enlevé donc, tous ceux qui avaient un sang cardiovasculaire. Ça, c'est aussi un peu lié au tabac. Mais bon, on sait que c'est imparfait. Pour le coup, ce sera une limite, mais on évite à toute étude en SNS. Ouais, on ne l'a pas fait, on ne l'avait pas demandé finalement, mais je l'ai un peu. Donc, la question, c'est est-ce qu'on avait déclaré l'essai immédiatement et quel est notre sentiment sur ça? C'est vrai qu'on ne l'a pas fait, on s'était posé la question, mais finalement, c'est vrai que, en plus, moi, c'était la prise en main du SNDS, donc en fait, plus on progresse dans le SNDS, plus on comprend des choses, et donc, finalement, entre ce qu'on avait envisagé au début et ce qui s'est passé après, ça a quand même beaucoup évolué. Donc c'est vrai qu'au final, je me dis, bah, en fait, si j'avais écrit tout au début et soumis, j'aurais dû justifier d'avoir tout modifié. Enfin, pas tout, non, mais pas critère de jugement, évidemment, mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui se modifient en cours donc un peu mitigé, même si idéalement, oui, il faudrait faire comme l'essai randomisé, tout déclarer avant, ne rien bouger, sortir l'analyse. Et ça, c'est un peu idéaliste, je trouve. Les personnes à distance ne s'entendent pas très bien, du coup, pour les questions, on fait passer le micro. On n'a qu'un seul micro qui marche, mais voilà. Oui, je voulais savoir si vous aviez évalué un petit peu quand même les effets potentiels des traitements autres, parce qu'il y a les traitements d'artérite, il y a aussi les traitements cardiovasculaires multiples, et ce n'est pas forcément tous les mêmes traitements. Il peut y avoir éventuellement des, des effets, comment dire, interférents, surtout sur le facteur hémorragique. Vraiment, là, le but, c'était d'évaluer une intervention avec un outcome, donc on n'a pas pu mettre plein de traitements d'analyse. Déjà, juste produire ça, c'est long, c'est assez compliqué parce qu'on fait des bootstraps à chaque fois, donc c'est assez. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc, on n'a pas pu regarder d'autres co-traitements en même temps. En tout cas, avec ce design-là, c'est un peu difficile. C'est pas comme juste une étude observationnelle où on peut éventuellement faire un modèle avec plusieurs variables dépendantes. Ces modèles-là, c'est un peu. Ouais, c'est plus difficile. Pas de regarder une association, mais un traitement test. C'est-à-dire, regardez, j'ai vu, parce que ceux qui ont le traitement restent un peu plus longtemps, donc on peut imaginer qu'ils ne sont pas connus cardiopathes, mais vu qu'ils restent un peu plus longtemps à l'hôpital, c'est parce qu'on a fait une écho et qu'on a découvert une indication avec l'aspirine, etc. Est-ce que si on utilise des IPP, par exemple, pour un autre traitement un peu chame, vous retrouveriez, parce que sur la mortalité, même si on ajuste avec l'IPW, on sait que les patients chez qui on est plus agressifs, c'est probablement pas moins comorbide, mais qu'il y a une espérance de vie qui peut justifier d'implication médicale. Utiliser un traitement chame, c'est-à-dire on va regarder l'effet d'IPP qui n'est pas censé améliorer la mortalité cardiovasculaire pour voir si les résultats qu'on trouve, ce n'est pas juste lié à notre population d'intérêt et l'énergie qu'on met dedans.
Ça, c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire avec, dans l'autre sens, avec l'outcome négatif. L'exposition négative, le problème, c'est qu'il faut qu'on ait donc je ne sais pas si vous avez familier avec les DAG, enfin, ces espèces de schémas causaux où on a une intervention, un événement et après tout ce qui peut aller entre les deux. Il faut qu'on trouve l'autre traitement qui a exactement le même DAG. Autant l'outcome, c'est plus facile, autant l'exposition, c'est très difficile, parce que là, l'aspirine, elle est vraiment, enfin, là où c'était quelque chose qui était parfait, c'est qu'elle est médiée par la préférence du clinicien. Comme on l'a vu, les caractéristiques des patients, elles étaient vraiment similaires entre les groupes avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et quand on discute avec les rhumatologues, parce que en fait, c'est les rhumatologues et les internistes qui mettent l'aspirine dans ces situations-là, souvent. C'est parce que c'est eux qui prennent en hospitalisation. Et quand on regardait, les populations étaient très similaires avant, et donc pour nous, c'était vraiment une intervention liée aux préférences. Et c'est dur de trouver une autre intervention comme ça. Les IPP, en fait, il y avait 70% des gens quasiment qui avaient des IPP, donc en fait, c'est très dur d'évaluer. Il y en a plein qui en ont pour des mauvaises raisons. Et donc, bref, on aurait voulu avoir une autre exposition, et on n'en a pas trouvé. On n'a que trouvé les laxatifs comme exposition complètement annexe pour essayer de tester notre résultat sur l'hémorragie. Et sur les MACE, on n'arrivait pas à trouver voilà, ce genre de DAG similaire. Donc, Théo Cosel, je suis cardiologue à Lariboisière. D'abord, bravo pour cette présentation, très chouette. Je pense qu'on ne fait pas assez d'emulated trials, particulièrement sur des populations comme ça de maladies rares. Ça peut nous permettre de générer des hypothèses qui, sur des essais randomisés, comme tu le dis, Guillaume, peuvent après rapporter gros. Moi, j'ai une question très simple sur la définition de votre population, parce que finalement, vous utilisez les codes du PMSI, donc c'est la base du SNDS. Et je voudrais brièvement vous rapporter une expérience qu'on a eue, un peu douloureuse, et donc d'avoir votre regard là-dessus. On a travaillé avec des collègues sur le sujet de la myocardite aiguë, et sur l'hôpital Lariboisière Saint-Louis. Sur l'hôpital Lariboisière Saint-Louis, on a récupéré tous les patients qui avaient comme code principal, on avait 3, peu importe, myocardite aiguë. Les collègues de santé publique nous disent « Ah bah ça va être super, c'est un diagnostic spécifique, ça devrait bien marcher. » 1200 patients sont identifiés. Les cardiologues réouvrent un par un tous ces comptes rendus. Sur les 1200, il n'en avait que 300 qui étaient des vrais myocardites aigus, et certains, c'était vraiment... pour moi, c'est une vraie question parce que le diagnostic de maladie d'Orton, moi j'ai peur, mais je veux avoir votre regard expert, qu'il puisse être porté un peu par excès. Est-ce que systématiquement il y avait une preuve temporelle, etc. Est-ce que vous avez ce regard? Est-ce que vous, sur vos centres, vous avez pu faire une extraction locale, comme on a le droit de le faire réglementairement, pour voir à quel point ça fitait? Est-ce que vous avez pu explorer cette dimension-là? Merci encore. Oui, bah c'est une autre vraie limite, le codage, la qualité du codage sur les maladies. Alors, nous, on ne l'avait pas fait, mais il y a une autre équipe qui l'a fait dans le Horton et il y avait une excellente VPP sur le diagnostic de Horton en diagnostic principal ou associé, enfin DR, pas DA. Donc là-dessus, ça allait. Et puis, pareil, quand on regardait comment ils se comportaient, la plupart, ils vont à la pharmacie, vont chercher des corticoïdes. Donc, on avait ça. Notre sexe ratio, c'était celui qui était attendu. L'âge médian était exactement celui attendu. Donc, on n'avait pas l'impression de faire n'importe quoi. C'est vrai qu'idéalement, il faudrait qu'on ait du chaînage et qu'on puisse confirmer ce qui arrivera un jour. Mais on n'avait pas l'impression d'avoir une population, au contraire, mais on avait plutôt l'impression d'avoir une population qui se comportait exactement comme on attendait qu'elle se comportait. Même si je suis d'accord qu'il faut, pour chaque maladie, il faut se poser la question. Complètement d'accord avec ça. Une dernière question, il y a pas marché. Il y a une dernière question en ligne. Avez-vous regardé pour expliquer la différence homme-femme? Problème d'échantillonnage en interrogation. Je ne suis pas sûr d'avoir compris des questions sur le problème d'échantillonnage. On a les analyses qu'on a faites pour comprendre, je vous ai montré, mais je n'ai pas plus de réponse, désolé. Merci beaucoup, Maxime. On va enchaîner avec la deuxième présentation. Je voulais compléter la présentation pour saluer Mathieu Doutreline qui nous aide beaucoup aussi dans l'organisation de ce workshop et qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui et qui doit sûrement être en ligne. Donc la deuxième présentation va être faite par Younes Yousfi, qui est chercheur affilié au CRES, qui est une équipe entre l'École Polytechnique et l'ENSAE,
et qui va travailler à la rentrée sur le registre AfterOSC. Donc, je pense que tu vas un petit peu en parler pendant ta présentation. Merci, Laurence. Bonjour à tous, donc je suis Younes Yousfi, chercheur au CREST. Je vais vous présenter aujourd'hui un travail que j'ai réalisé pendant ma thèse au Centre d'expertise de la mort subite à l'hôpital européen Georges Pompidou, un projet qui est toujours en cours dans l'équipe et qui permet de mieux comprendre comment le SNDS aide à explorer la mort subite de l'adulte. Donc, je vais vous parler de mort subite de l'adulte, donc des arrêts cardiaques sans cause extracardiaque évidente. Environ 30 000 à 40 000 cas par an en France, 300 000 en Europe, avec un pronostic très sombre, un taux de survie qui est inférieur à 10%. Beaucoup d'efforts ont été faits sur la prise en charge hospitalière, préhospitalière, et on plafonne un peu sur le taux de survie. Donc, beaucoup d'efforts ont ensuite été menés sur l'identification des patients à risque, avec notamment une prise en charge thérapeutique, et avec un accent sur la prédiction et l'identification des patients, des individus qui pourraient avoir un arrêt cardiaque. De ce point de vue-là, je voulais juste rappeler cette figure de Meyerbourg qui montre la relation un peu inverse entre l'incidence et le risque individuel, avec finalement un petit faible nombre d'individus, donc des patients qui ont survécu à un arrêt cardiaque, qui ont déjà eu un infarctus du myocarde, qui ont un risque individuel très élevé, mais qui représentent finalement une part assez faible de l'incidence totale de la mort subite. Et puis, la part qui nous intéresse le plus du point de vue de l'épidémiologie et de santé publique, c'est la population générale, où chaque individu a un risque individuel assez faible de faire une mort subite, mais qui finalement représente la part la plus importante de l'incidence totale. Et ce qu'on essaie de faire dans ce travail et puis ce projet plus général au CEMS, c'est d'identifier ces patients ces individus au sein de la population générale, et essayer de mieux comprendre, mieux cartographier la mort subite. Donc, on part des données du Centre d'expertise de la mort subite, qui a été fondé par le professeur Xavier Jouenne en 2011, et qui collige l'ensemble des cas de mort subite qui surviennent à Paris et Petite Couronne. Depuis plus de 10 ans, aujourd'hui, il y a plus de 50 000 cas collectés dans le registre. On collecte à la fois des informations sur la prise en charge préhospitalière et hospitalière, sur le devenir des patients en termes de survie et de pronostic neurologique. Je suis parti de l'ensemble de ces cas collectés qu'on a ensuite apparié avec les données du SNDS donc en 2016 pour obtenir plus de 300 000 individus si on tient compte des contrôles, avec 14 ans de données de 2006 à 2020. Et on a utilisé l'ensemble de ces populations et de ces données pour développer tout un tas d'approches supervisées et non supervisées pour mieux comprendre la mort subite. Donc, en termes de données, on a divisé la population en deux parties. Une première partie qui nous permet de développer nos modèles et nos approches. Une seconde qui nous permet simplement de la valider temporellement. Donc, sur la cohorte de développement, de dérivation, on a environ 13 000 cas de mort subite qui ont fait leur arrêt entre 2011 et 2015, et puis 4 groupes contrôle qui, je ne vais pas développer ici, mais qui nous servent ensuite pour d'autres travaux, avec des patients qui ont d'autres événements cardiovasculaires, de pathologie, donc l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, maladie coronaire chronique, et puis des individus échantillonnés de façon aléatoire en population générale. Et on a développé ensuite, validé nos approches sur des groupes similaires en termes de composition, mais simplement validés temporellement avec des cas d'arrêt cardiaque observés entre 2016 et 2020.
Donc, grâce aux données du SNDS, on reconstitue toute l'antériorité des parcours de soins avant la mort subite. C'est vraiment la question centrale ici, avec des patients qui ont eu beaucoup d'événements, d'autres qui ont eu des consommations un peu plus erratiques et certains qui n'ont eu aucun événement avant l'arrêt cardiaque. On essaye de comprendre, d'identifier des patterns de consommation avec cet aspect pré-événement. Le travail que je présente ici, c'est un travail de clustering. Donc, on a essayé d'identifier des sous-groupes cliniques homogènes de mort subite en s'affranchissant des classifications médicales préexistantes. On a essayé d'arrêter de regarder l'arrêt cardiaque uniquement d'un point de vue cardiologique, mais d'essayer de regarder de le regarder de façon agnostique, sans information a priori sur la façon dont on pourrait identifier les groupes. Donc, on a développé un travail de clustering sur le CMS 2011-2015, notre cohorte de dérivation. On l'a validé temporellement et on inclut l'ensemble des diagnostics hospitaliers et des médicaments observés jusqu'à 5 ans avant la mort subite. D'un point de vue méthodologique, ce que je vais expliquer juste après, on a utilisé une analyse du langage et puis ensuite un algorithme standard de clustering des patients. Donc, du point de vue de la méthode, on a le pipeline que je vous explique ici. On a réalisé l'appariement entre le CEMS et le SNDS pour ensuite reconstituer les trajectoires de soins pré-événement en partant de l'hypothèse qu'une consommation de soins représente un mot. Et donc, une trajectoire d'un patient représente une phrase. Grâce à cette approche-là, on a généré un vecteur numérique pour chaque patient qui est un peu sa représentation mathématique avec de l'embedding. Et puis ensuite, on a clusterisé ces embeddings-là, on a clusterisé ces patients pour finalement valider les clusters obtenus d'un point de vue temporel. Donc, l'analyse de trajectoire, eh bien, simplement, on est parti du principe que l'ensemble des données SNDS que l'on collectait, représentées à droite, constituait une suite de mots qui serait vraiment similaire à n'importe quel texte. Donc ici, l'exemple de quelques cas fictifs de patients avec des codes ATC et des codes SIM10, et on peut, comme ça, reconstituer un texte où chaque patient représente un paragraphe. Et dans ce texte, on peut identifier des patterns. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Je donne l'exemple de l'opiacé ici, qui finalement est entouré par des voisins, donc par d'autres codes, SIM10 ou ATC, et on est capable d'identifier l'ensemble des relations pour le code opiacé dans nos données. Une fois qu'on a ces relations, eh bien, on peut construire un modèle qui est capable de prédire les plus proches voisins, donc les plus proches codes ATC ou SIM10 pour un code médical donné. Je donne l'exemple ici de l'insuline. On donne au modèle l'ensemble des voisinages observés dans nos données et le modèle essaye de prédire en sortie les plus proches voisins. Donc pour l'insuline, si le modèle est performant, on s'attendrait à ce qu'il soit capable d'identifier les codes les plus cohérents réellement observés dans nos données. Et ces voisins prédits par le modèle, c'est ce qu'on appelle le contexte médical. Et grâce à ce modèle, bien, grâce à cette prédiction du contexte médical, on est capable d'avoir une représentation mathématique pertinente des codes médicaux. C'est ce qui est finalement au milieu du modèle, la couche cachée qui représente les poids du réseau de neurones. Et cette couche cachée, elle correspond à la représentation mathématique des codes médicaux, donc l'embedding des codes ATC ou SIM10. Et on utilise cet embedding-là, qu'on peut représenter après en dimension réduite, pour identifier des relations bien sûr connues entre les codes, par exemple entre les antithrombotiques et l'infarctus, entre les anxiolytiques et les épisodes dépressifs, mais aussi des relations qu'on aurait peut-être moins soupçonnées, ou de nouvelles relations qui nous permettent de mieux comprendre la mort subite. Là, par exemple, l'exemple de l'infarctus avec les épisodes dépressifs, peut-être que dans cet espace mathématique-là, on est capable d'identifier des similarités, ou en tout cas des proximités entre les codes. Donc, avec cette représentation, on a un vecteur mathématique pour chaque code. Et l'idée ensuite, c'est de passer à l'échelle du patient
Donc, je reprends l'exemple d'une trajectoire qui a donc un patient qui a un ensemble de codes diagnostiques ou médicaments. Et on pourrait après imaginer plein de choses, mais ici, on a simplement fait la moyenne des codes mathématiques qui représentaient cette trajectoire. Donc, on se retrouve avec une seule trajectoire pour un patient donné. Et avec pardon, un seul vecteur mathématique. Et ce vecteur-là, c'est la représentation latente, représentation mathématique du patient que l'on utilise en entrée du clustering. Donc, on a utilisé un algorithme standard, l'algorithme Camise, qui nous a identifié un certain nombre de groupes à partir de cet embedding-là. Et donc, voici le résultat de l'embedding. Donc, on est capable d'identifier 8 groupes homogènes de mort subite qui, finalement, représentent une forme de nouvelle cartographie de la mort subite. Alors, il y a des groupes, il y a plein de choses à dire sur ces groupes, mais il y a essentiellement deux clusters importants, en jaune et puis en bleu, qui sont les clusters cardiovasculaires et clusters des femmes âgées. J'expliquerai ensuite comment on l'a donné un nom et sur quels critères, mais c'est des clusters qui représentent presque 50%, plus de 50% de notre population, qui nous rassure parce que c'est des consommations de soins essentiellement cardiovasculaires. Donc, c'est ce qu'on espérait m'en retrouver pour une autre partie de la population. Et puis ensuite, on retrouve 4 clusters très spécifiques, avec un cluster neurologique, un cluster respiratoire, oncologique et rénal. Et enfin, 2 clusters intéressants, avec un cluster de no apparent risk factor, avec des individus qui ont eu très peu de consommation de soins avant l'événement, puis un cluster de déprivation sociale, qui aussi a eu très peu de consommation de soins et qui est extrêmement jeune. Comment est-ce qu'on a identifié et donné un nom à ces clusters en allant regarder en fait les consommations de soins au sein de chaque cluster observé avant l'événement. Donc ici, je représente les surreprésentations ou sous-représentations de médicaments à gauche et de diagnostics hospitaliers à droite. Et si on prend par exemple le cluster cardiovasculaire, quand on regarde les 5 codes les plus représentés, ce sont tous des médicaments cardiovasculaires, pareil pour les hospitalisations. Et donc, une remarque ici intéressante, c'est les no apparent risk factors en jaune. En fait, ils ont très peu de consommation de soins et on les a représentés en termes de sous-représentation par rapport à la moyenne. Donc, c'est avec cette méthode-là qu'on leur a attribué un label, donc un tableau qui représente pas mal de caractéristiques des 8 clusters. Les points importants, donc le cluster le plus important est cardiovasculaire, 30%. Le Mainly Age Women, qui est aussi cardiovasculaire, mais qui se distingue par une population plus âgée que le premier, et surtout beaucoup plus de femmes que dans le premier. Donc on a 38% d'hommes versus 74% dans le premier. Ensuite, le No Apparent Risk Factor, c'est une population très jeune par rapport à la moyenne, 55 ans, avec très peu de consommation de soins. Et donc, ça va avec aussi un taux de survie bien plus important, 8% versus 8,8 versus 5% en moyenne, et un taux de rythme choquable aussi plus important. Dans le cluster respiratoire, donc le cluster neurologique, pardon, on a le taux de survie le plus faible, 2,6%. Et puis l'autre élément que je voulais montrer, c'est sur le cluster social deprivation avec 51 ans d'âge moyen, donc c'est le cluster le plus jeune, et presque 83% d'hommes. Donc, ce clustering, on l'a développé sur les cas d'arrêt cardiaque observés entre 2011 et 2015 et on l'a validé ensuite sur la population 2016-2020. Et on observe finalement exactement les mêmes proportions, les mêmes proximités entre les clusters. Alors, les clusters avaient déjà été établis, mais on observe les mêmes effectifs, les mêmes consommations de soins et les mêmes proximités d'un point de vue spatial. Donc, ce travail-là permettrait ensuite de mieux stratifier le risque de mort subite, d'aller comprendre la mort subite au sein de chacun de ces clusters et d'améliorer aussi les algorithmes de prédiction qui sont développés aujourd'hui dans l'équipe du CMS pour essayer d'aller à chaque fois développer des facteurs de risque spécifiques à chacun de ces groupes. Merci.
Bravo, c'est hyper séduisant. Je pense que c'est vraiment, enfin, l'intérêt du SNDS, pour moi, il est vraiment là, beaucoup plus que sur l'inférence causale. Mais en tout cas, là, on voit vraiment des groupes qui sont hyper pertinents. Moi, je suis cardiologue de formation. Là, ces gens sans facteur de risque, vous avez le contexte, notamment c'est un contexte sportif, parce que bon, social déprivation, c'est les hypothermies et les arrêts, malheureusement. Ces jeunes, là, où, sans trop de comorbidité, vous avez un contexte, quelque chose pour aller plus loin. Alors, malheureusement, on est un peu limité par le SNDS pour avoir ensuite l'histoire médicale exacte, mais on n'a pas de. euh, du CMS, alors du point de vue préhospitalier, on n'observe pas on n'observe pas d'événements particuliers par rapport aux autres groupes. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est que si on utilise en termes de parcours de soins ensuite, c'est difficile d'identifier en amont ces individus qui finalement ne vont pas à l'hôpital, ne consultent pas. Et donc, c'est finalement un groupe assez particulier dont il faut tenir compte dans la prédiction. Mais finalement, l'absence de consommation de soins, c'est aussi, on l'a pris comme un facteur de risque à part entière pour prédire la mort subite. On n'a pas trouvé d'éléments particuliers. En tout cas, on n'est pas allé jusque-là, mais peut-être effectivement qu'il y aura des choses à creuser sur ce sujet. Apparemment probabiliste. Alors, on a une question en ligne. Avez-vous ajouté les délais entre deux consommations de soins pour l'embedding? Alors non, c'était un premier travail, mais qui en ce qu'il a et qui est approfondi par l'équipe actuelle du centre d'expertise de la mort subite. Mais ici, on a simplement tenu compte de la séquentialité. Il y a évidemment plein de choses à faire sur la temporalité, sur l'ajout d'autres informations, notamment avec les architectures de réseau neuronal actuelles. Mais là, c'était un travail qui se voulait d'abord assez simple et modeste sur la façon dont on tient compte de la séquentialité des codes. Bonjour Inès, merci pour ta présentation. On voit que c'est assez pertinent d'imaginer le parcours de soins comme une sorte de phrase ou de texte pour verbaliser un petit peu le parcours de soins et donc derrière de mettre du word-to-way. Et je me disais, est-ce que dans cette même dynamique, les nouveaux modèles de LLM pourraient être appliqués dans le sens de prédire le prochain mot et donc peut-être le prochain événement, et verbaliser différemment, mais avec les nouveaux outils de parcours de soins. Alors oui, c'est sûr qu'avec les nouvelles architectures, on pourrait largement développer ce travail. Et là, donc, comme c'était dit dans la question précédente, je ne tiens pas compte de la temporalité. Simplement, je sais qu'un code survient après un autre, et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait améliorer ce point-là. Et puis, on a aussi aujourd'hui des modèles plus puissants, en tout cas plus pertinents pour essayer d'approcher le trajectoire de son. Quel délai moyen vous avez sur les... Je crois que vous avez pris 5 ans d'antériorité, mais si on voulait faire ça en prospective, c'est-à-dire combien il faut en moyenne d'actes de code pour associer un patient à un cluster de... Alors ici, on a pris 5 ans pour tout le monde, donc on a la même période pour tout le monde. Après, mathématiquement, il suffirait d'un code ou de quelques codes de consommation pour avoir un vecteur, générer un vecteur pour le patient qui représente sa consommation de soins. Mais ça ne reflèterait pas finalement. Après, on essaie d'avoir un niveau une comparaison qui soit valide entre les groupes. Mais on pourrait prendre où le patient, l'individu a une ou deux consommations de soins, finalement, on peut générer une représentation mathématique de ces consommations. Cindy.
ça peut être utilisé aussi pour renforcer. Oui. Et là, donc là, j'ai fait une moyenne des codes. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez simple, mais qu'on pourrait améliorer. Et on pourrait tenir compte effectivement de la répétition de ces codes, du nombre, de l'occurrence de ces codes. Finalement, il y a plein de choses, plein de dimensions qui peuvent être intégrées dans ces approches-là. Alors ici, il ne servait pas, c'était un travail uniquement centré sur les cas, mais en fait, on a développé ensuite la même approche sur les contrôles pour voir si on obtenait les mêmes groupes, voir finalement s'il y avait des clusters identiques, en tout cas des intersections. Et puis ensuite, ces groupes permettent de développer les algorithmes de prédiction. Merci Younes pour la présentation. Moi j'ai une question plutôt pratique. Donc les données chaînées, vous les avez analysées, elles étaient hébergées où? Parce que j'imagine que ça demande quand même pas mal de puissance de calcul ce que tu as fait. Et donc, est-ce que vous avez fait un choix pour héberger les données? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, s'il te plaît? Alors, les données ont été stockées, sont hébergées, toujours hébergées dans le centre d'accès sécurisé aux données, qui est le centre notamment qui est sur le plateau de Saclay. Et donc, les données, donc c'est l'espace sur lequel on a à la fois les données du CMS et du SNDS. Alors, le Word2Vec n'est pas très gourmand en temps de calcul et en ressources, donc je n'ai pas eu trop de difficultés. L'étape la plus difficile, c'est aussi de structurer les données, et traiter les données du SNDS. Mais ensuite, là, l'approche n'était pas si gourmande. Je dirais qu'en une dizaine de minutes, on avait un algorithme Word2Vec qui était entraîné. Ce n'était pas l'étape la plus compliquée. Et donc là, on est toujours sur le serveur du CSD pour l'accès aux données. Merci beaucoup Younes. On va passer à la dernière oratrice, qui est Florence Tubac, qui est professeure de santé publique, qui dirige l'unité de recherche clinique de la Pitié et le centre de pharmacopédologie de la PHP. Et c'est avec cette dernière casquette que Florence va nous parler des facteurs de risque et de l'incidence des toxicités myocardiques et musculaires des inhibiteurs de checkpoint. Merci Florence. Merci beaucoup Octave. Voilà, donc effectivement, je vais vous parler de l'incidence et des facteurs de risque d'une maladie qui a été mise en évidence, qui est apparue récemment, puisqu'elle est directement liée à des médicaments qui sont eux-mêmes arrivés récemment sur le marché. Et donc, c'est une étude que nous avons faite au sein du SNDS, qui a été publiée dans l'European Heart Journal, et dont vous pourrez trouver dans cet article un certain nombre de détails, puisque je ne vais pas détailler l'ensemble. Et c'est un travail que j'ai fait avec Joël Salem, qui est pharmacologue et spécialisé en oncocardiologie et qui connaît très bien cette pathologie. Et j'en profite pour dire que quand on travaille sur les données du SNDS, pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure, sur l'imprécision parfois des données, c'est absolument essentiel de travailler avec les spécialistes du domaine qui à la fois connaissent ces pathologies et qui connaissent la façon dont sont produites les données qu'on retrouve ensuite dans le SNDS. Donc, le contexte, c'est l'arrivée sur le marché des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire, qu'on appelle donc les inhibiteurs de checkpoint et que j'appellerai dans la suite de la présentation les ICI, qui sont une forme d'immunothérapie qui sont utilisées dans certains cancers. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a plusieurs types de ce sont des anticorps monoclonaux, il y en a plusieurs types. Il y en a qui ciblent le CTLA4, donc les lymphocytes T cytotoxiques, et il y en a qui citent le récepteur de mort programmé 1, le PD-1, et son ligand, le PD-L1. Ils sont donc arrivés sur le marché successivement à partir de 2012 pour les premières molécules. Il y en a qui arrivent régulièrement sur le marché. Et puis, ils sont donc devenus le standard de soins dans un nombre grandissant d'indications en oncologie. Ils ont été utilisés initialement dans le mélanome, et puis on a vu arriver de plus en plus d'indications. Alors, ces médicaments qui
stimulent en fait le système immunitaire pour qu'il puisse lutter contre le cancer sont aussi à l'origine d'événements indésirables qui sont particuliers puisqu'ils sont liés à cette surstimulation du système immunitaire. Et donc, ce sont des événements immunitaires qu'on appelle IRAE, donc Immune-Related Adverse Events. Et donc, avec ces événements immunitaires, eh bien, en fait, tout organe ou tout tissu peut être touché. Et les plus fréquents touchent la peau, le côlon, les organes endocriniens, en particulier la thyroïde, le foie et les poumons. D'autres de ces événements indésirables sont très rares, mais ils peuvent être très graves, et c'est le cas des cardiomyotoxicités qui comprennent à la fois les myocardites et les myosites, qui sont liés à une mortalité extrêmement importante. Donc, ils sont liés à cette mortalité en particulier du fait d'arythmies, de chocs cardiogéniques pour la partie myocardite, de dysphagie invalidante et qui donne des fausses routes et de défaillance des muscles respiratoires pour la partie myosite. Et puis, il peut y avoir un peu un overlap entre les deux. Et il y a une physiopathologie commune entre myosite et myocardite. Donc, quand on a décidé de faire cette étude, eh bien, les données antérieures s'appuyaient sur des cohortes qui étaient plutôt de petite taille et dont la généralisation était limitée. Nos objectifs étaient donc, chez des patients qui initient un premier inhibiteur de checkpoint pour un cancer, d'une part d'évaluer l'incidence des myotoxicités, globalement, des myocardites d'une part, des myosites d'autre part, induites par les ICI, de les décrire, d'en décrire la sévérité et le pronostic, d'étudier leurs facteurs de risque et d'étudier l'impact de la survenue d'une myotoxicité sur la survie globale chez ces patients qui initient un premier inhibiteur de checkpoint. Donc, on a utilisé les données du SNDS, une étude de cohorte rétrospective, et on a inclus dans cette cohorte rétrospective tous les adultes qui initiaient un inhibiteur de checkpoint pour un cancer entre le premier ici détectable dans le SNDS, donc en janvier 2012, et le 30 septembre 2022, puisqu'on a fait cette étude à un moment où on avait les données jusqu'à fin 2023. Nos critères de non-inclusion étaient les patients qui avaient un antécédent de greffe de moelle ou de greffe d'organes parce qu'ils ont en eux-mêmes une immunodépression profonde et donc ça modifie quand même la situation. Les très rares, vous le verrez, initiation d'une combinaison d'inhibiteurs de checkpoint qui ne fait pas partie des combinaisons autorisées. Et puis, les patients qui avaient des antécédents de myocardite, de myosite ou de connectivite fortement pourvoyeuse de ce type de pathologie. Et puis, on a regardé pour ces patients une antériorité jusqu'à janvier 2009, puisque vous savez que dans le SNDS, on se sert des données antérieures à l'inclusion dans l'étude pour pouvoir caractériser les patients, leur comorbidité, leur traitement, etc. Et puis, on a fait un suivi jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, nos expositions d'intérêt, c'était les différentes classes d'ici. On ne les a pas étudiées par molécule, mais par classe. Donc, les anti-CTLA4, les anti-PD1, les anti-PDL1, et puis l'association anti-CTLA4 plus anti-PDL1. Et puis, on a considéré pour définir l'exposition une période de rémanence de 3 mois après la dernière dose d'inhibiteur de checkpoint, sauf pour l'un d'entre eux, pour des raisons pharmacologiques, on a pris 6 semaines. Et nos événements d'intérêt qui ont été identifiés par des codes CINDIS, et je vais justement revenir sur ce point-là, c'était d'une part les myotoxicités, donc myocardite ou myosite, puis séparément les myosites et les myocardites, et puis bien sûr on a regardé la mortalité. Et donc on s'est retrouvé dans la situation, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, où on n'avait pas une façon certaine de pouvoir identifier ces myotoxicités. Et donc, on a beaucoup échangé avec Joëlie Salem et lui-même a échangé avec des collègues. C'est des événements, vous l'avez compris, qui peuvent survenir et être pris en charge dans des services d'oncologie, dans des services de cardiologie, dans des services de réanimation. Donc, ces différentes spécialités médicales, elles ont potentiellement des façons différentes de coder. Et puis, en plus, d'un service à l'autre, on peut avoir des façons différentes de coder. Et donc, Joëlie a pas mal discuté avec ses collègues de ces différentes spécialités et de différents centres sur la façon dont ils codaient ça. Et donc, on a décidé de faire 2 définitions. Une définition
relativement large, c'est-à-dire où on se disait que ça pouvait être des myotoxicités, mais peut-être pour certains codes être quelque chose d'un peu différent. Et puis une haute définition plus précise. Et l'idée de Joël Salem, c'était qu'avec cette définition plus précise, on allait en rater et que vraiment, ça serait plus vraisemblablement des myosites, des myotoxicités. Donc, ça serait intéressant peut-être qu'on échange avec vous pour voir ce qu'il en était. Donc, on est parti avec ces deux définitions et l'idée, c'était de se confronter par rapport à la littérature qu'on connaissait déjà sur ces atteintes, en termes à la fois de taux d'incidence, en termes de délai de survenue, en termes de létalité, etc., pour voir si on arrivait à se conforter sur nos choix de code. Donc, je vais aller peut-être plus vite là-dessus. On a utilisé dans l'étude un certain nombre de covariables pour étudier les facteurs de risque et puis pour décrire notre population. Donc là, je le sexe, moi j'ai mis l'ancien nom, c'est la C2S maintenant, effectivement. Un certain nombre de comorbidités, d'autres traitements chez ces patients, l'année calendaire d'initiation de l'inhibiteur checkpoint, et puis des données sur le cancer, la localisation et le statut métastatique. En termes d'analyse, on a donc étudié l'incidence cumulée à 6 mois, incidence cumulée en tenant compte d'un événement en compétition très important, bien sûr, dans le domaine du cancer, qui est le décès, et en censurant à l'arrêt de l'inhibiteur de checkpoint ou au switch, ou à l'ajout d'un autre ici, c'est-à-dire au changement de traitement, en tenant compte toujours de la période de rémanence. Et puis, donc, on a identifié les facteurs de risque de ces différentes entités, myotoxicité, myocardite et myosite, avec des modèles adaptés au risque compétitif. Et puis, on a enfin étudié l'impact de la survenue de myotoxicité sur la survie à 1 an chez ces patients qui débutent un inhibiteur de checkpoint en utilisant la myotoxicité aux variables dépendant du temps. Donc, vous avez ici notre flowchart. Donc, on avait initialement dans la base retrouvé 177 000, presque 178 000 patients qui initiaient un premier ici. On a éliminé le très petit nombre de patients qui étaient mineurs au début du traitement. Et bon, je ne suis pas rentrée sur les détails sur la date index, peu importe aujourd'hui. Puis, vous voyez ici que l'on a... Non, il ne marche pas, c'est pas grave. J'ai dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous voyez qu'on a un tout petit nombre, comme je vous le disais, d'associations non autorisées et qui ont donc été exclues, les transplantés rénaux, tout ça pour arriver à une population de 172 000 sujets. Donc, en quelques mots, cette population a été composée de patients d'âge moyen 66 ans, 67% étaient des hommes, et le suivi médian que nous avions dans l'étude, c'était de 2,3 ans. Et vous voyez ici les types de cancers représentés de manière très importante. Le plus fréquent est le cancer pulmonaire. Le cancer mélanome et les cancers ORL suivent, ainsi que le cancer du rein. Et puis, vous voyez que pour ce qui est des types des classes d'ici, eh bien, de très loin, le plus utilisé est l'anti-PL1. Et les associations, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est en rose, là, ça correspond à une petite partie. Donc, voici les résultats. Tout d'abord, le diagramme en haut à gauche, là, ça vous montre les incidences cumulées en fonction de si on prend la définition large ou la définition plus stricte. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence qui n'est pas complètement négligeable. Mais comme on est sur des tout petits taux d'incidence, ça reste une incidence entre 0,7 et 0,9, que la différence entre les deux définitions est les plus importantes sur la partie myosite que sur la partie myocardite. Et c'est donc à ce moment-là qu'on s'est comparé à ce qu'on savait dans la littérature. Et l'incidence cumulée qu'on a observée, donc nous on avait dans notre analyse principale décidé que ce serait la définition large, notre analyse principale. Donc en analyse principale avec la définition large, on avait une incidence à 6 mois de 0,9%, alors qu'elle était à 0,7% pour la définition stricte. Et ça correspond tout à fait à ce qu'on attend d'après la littérature.
On avait une co-occurrence des myocardites et des myosites de 8,2% et donc 10,8% avec la définition stricte, et une mortalité en cas de myotoxicité qui était de 20% à 1 mois, 43% à 3 mois. Donc vous voyez quand même j'allais dire une létalité, sauf qu'en fait, ils peuvent décider d'autre chose que de la myocardite. Hein. C'est décès chez des patients qui ont une myocardite, donc ils peuvent décider entre autres de leur cancer. Donc, c'est des maladies effectivement très graves, et ça correspondait tout à fait à ce qu'on attendait. Sur les courbes d'incidence que vous voyez à droite, on voit aussi quelque chose qu'on attendait tout à fait, c'est que ça survient très vite. C'est-à-dire que ça, on le sait, sous inhibiteur de checkpoint, ça survient dans le premier mois, éventuellement dans les 3 premiers mois. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'explosif. Ce qui était très intéressant, c'est de voir que l'association de ces ici, donc vous voyez dans le diagramme du haut, la courbe en rouge, donc avoir anti-PD1 plus anti-CTLA4, était très notablement associé à un surrisque, et ça c'était connu dans la littérature, donc ça aussi ça nous a conforté sur les résultats. Et puis on a vu sur le diagramme du bas, vous avez le résultat en fonction du type de cancer, et bien on voit le cancer thymique qui explose. Quand on est traité par inhibiteur de checkpoint pour un cancer thymique, le risque est vraiment très augmenté, on va le voir pas loin. Et ça venait d'être montré aussi par l'équipe de Joëlie Salem précédemment. Donc, voici ici les résultats des facteurs de risque de myotoxicité. Alors, excusez-moi, c'est une présentation qui n'est pas très académique, parce que je n'ai pas pu vous mettre tous les facteurs de risque qu'on a étudiés, parce que la liste était longue. Et donc, il y a ceux qui étaient associés de manière importante que je vous ai représentés ici. Et donc, on voit que dans les facteurs de risque, le facteur de risque le plus important, c'est le cancer du thymus actif. Hein, vous voyez, avec ce sont ici des subhazard ratios, donc un subhazard ratio de, je crois, pas loin de 13. C'est absolument énorme. Que même quand on tient compte du fait que le patient a ou non un cancer thymique, bien le fait d'avoir des antécédents de problèmes thymiques et où une myasthénie reste sont aussi des facteurs de risque très importants. L'âge est un facteur de risque important, l'association anti-PD1, anti-CTLA4 aussi, et puis un peu plus à la marge, la polyarthrite rhumatoïde et l'obésité, l'association à des anti-VEGF. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu, ça n'avait pas pu être fait dans les études précédentes pour des raisons de taille d'échantillon, mais donc là, on a pu évaluer un très grand nombre de facteurs de risque potentiels, et clairement, les facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels ne sont pas associés au risque de myotoxicité. Il en est de même pour les infections virales chroniques, ni pour la présence de métastases ou certains éléments qui avaient pu être suggérés de manière un peu isolée dans certaines études. Par exemple, le vaccin contre la grippe, la statine, etc. Tout ça, on n'a pas retrouvé d'association. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, mais que je pourrais vous dire à chaque diapositive, c'est qu'on a toujours répliqué ces analyses avec l'autre définition, donc la définition stricte, et à chaque fois, les résultats étaient très cohérents. Donc ici, vous avez les résultats de l'impact de la survenue d'une myotoxicité sur la survie à un an chez des patients qui initient un inhibiteur de checkpoint. Et vous voyez que cet impact, il est très conséquent, avec 54% dans le groupe qui ne va pas développer de myotoxicité au cours du temps et 21% de survie à un an dans l'autre groupe. Alors, bien sûr, quand on a une myotoxicité, on arrête l'inhibiteur de checkpoint, et donc ça, c'est de très mauvais pronostics pour le cancer. Donc, il y a plusieurs raisons d'avoir cet impact sur la survie. Et ici, vous avez les facteurs de risque et la quantification de cet effet. Et donc, vous voyez en particulier qu'il y a un effet dépendant du temps de la myotoxicité qu'on voyait sur les courbes. Hein. On voit bien que l'effet est très important au début et puis moins ensuite. Mais on voit bien qu'à un an, il y a encore un surrisque qui probablement, là, est plus lié à des éléments en lien avec le cancer et la prise en charge qui a pu être faite pour le cancer. La période calendaire aussi était associée. Le type de cancer était lui aussi associé avec des cancers qui... c'est le poumon qui est en référence, avec des cancers avec un surrisque, hein, en particulier les cancers ORL, le cancer du foie, le cancer urovésical, alors que dans le cancer du
du rein et le mélanome, c'est plutôt protecteur. Le statut métastatique, sans surprise, est associé aussi à une augmentation de la mortalité, ainsi que l'association des ICI. Donc, en conclusion, les myotoxicités sont liées aux ICI, elles sont rares, elles sont sévères avec une mortalité importante au cours du trimestre suivant. Leur survenue est précoce et leur impact sur la survie après initiation de l'ICI est important. On a pu travailler dans cette base de données sur les facteurs de risque d'incidence. On a retrouvé des éléments qui étaient connus. On a pu montrer, quantifier à quel point le cancer du thymus est un surrisque absolument majeur, mais aussi explorer dans le même temps le fait d'avoir des pathologies thymiques, une myasthénie, etc. Démontrer donc que les comorbidités cardiovasculaires ne sont pas facteurs de risque de myotoxicité. Et donc, je vous ai noté ici que ce qui était connu jusque-là, c'était l'association au cancer du thymus, l'association d'inhibiteurs de checkpoint et puis l'âge. Mais ici, on a pu quantifier la force de l'association de manière, on l'espère, un peu plus précise, avec quand même la nuance dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui est sur la précision de notre diagnostic. Et puis, on a pu prendre en compte beaucoup plus de facteurs de confusion que ce qui avait été fait précédemment. Ensuite, les autres conclusions, elles sont un peu plus médicales et donc moins dans mon champ. Mais donc, c'était intéressant de voir que les pathologies du thymus, dont la myasthénie, sont aussi des facteurs de risque en plus du cancer du thymus, qui va vraiment dans le sens d'un rôle central de cette dysrégulation thymique avec un continuum entre les différentes altérations thymiques et le risque de myotoxicité. Ça, c'était un point vraiment important. Le fait qu'on ait des résultats très similaires entre myocardite et myosite, ça va vraiment en faveur du concept émergent de myotoxicité avec les myocardites et les myosites qui sont finalement les deux des muscles, hein, des muscles différents mais néanmoins des muscles, et qui partagent une physiopathologie commune avec une physiopathologie sous-jacente que je ne vous décrirai pas, mais sur la notion d'hébergement de cellules T en intramusculaire. Et donc, tout ceci est en faveur de l'importance de monitorer les patients à la recherche d'éléments évocateurs de myotoxicité. Donc, juste pour conclure, les forces de l'étude, bien sûr, c'est la taille de la base de données, le nombre de patients exposés, qui a permis de prendre en compte beaucoup de facteurs de confusion et qui permet d'avoir une très bonne validité externe, qui a donné vraiment des informations qui complètent les données issues des essais cliniques. Et puis les limites, eh bien, on en a pas mal discuté, hein, c'est les biais, c'est une étude observationnelle, donc c'est sujet à différents biais. C'est une étude sur le DS, sur le SNDS, donc on a certaines variables qui sont disponibles, on en a beaucoup parlé. On a vu qu'avec nos deux définitions, on avait des résultats qui sont cohérents avec la littérature pour ce qui était connu, mais vous voyez que l'incidence, elle était attendue entre 0,3 et 1,5%. Donc, ça reste relativement rare, enfin, relativement large quand même comme fourchette. Et nous, on est vraiment au centre, puisque vous vous souvenez, on est entre 0,7 et 0,9. Et puis, le fait qu'on ait des résultats similaires sur les facteurs de risque avec les deux définitions, c'était plutôt confortant. Néanmoins, il faudrait vraiment, pour pouvoir avancer, arriver à avoir des modes diagnostiques plus précis et donc valider des codes diagnostiques pour les myotoxicités. Et il y a un travail qui est en cours actuellement pour valider comme ça des diagnostics pour l'ensemble des IRM. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Puis j'ai déjà lu votre travail, c'est super chouette, bravo. Quelques questions. Vous l'avez dit, je pense que l'enjeu du diagnostic n'est pas simple, a fortiori pour tout le monde sur des concepts simples. Je vous ai parlé juste avant de la myocardite, et dans la myocardite à checkpoint inhibitors, on sait que c'est encore plus dur, avec à peu près 20% de myocardite à IRM normale. Enfin, c'est un énorme challenge du quotidien. Et dès que la troponine est élevée, donc un marqueur dans le sang de souffrance cardiaque, on peut à tort potentiellement en parler. J'ai une question. Vous avez bien évoqué le fait que quand on a une vraie myotoxicité, on doit arrêter le checkpoint inhibitors, ce qui est souvent, pour être clair, une condamnation à ce que le patient meure dans les prochains mois de son cancer. C'est pour ça que c'est aussi
difficile comme situation. Est-ce que vous avez vérifié que 100% de vos patients avec une myotoxicité ne prenaient plus de checkpoint inhibitors? Parce qu'on pourrait imaginer que ce soit juste une élévation de troponine, qu'elle soit rapprochée à rien, ce qu'on vit nous, au quotidien en RCP, pour participer au stade de ces patients. Et finalement, on décide de continuer à traiter. Donc peut-être que ça pourrait adresser ce phénomène-là. Je ne sais pas si vous avez pu le regarder. Alors, merci pour la question. C'est un sujet qui est en cours. Effectivement, on est en train de regarder ça, de regarder aussi ce qui se passe pour les gens qui ont réintroduit les ICI après les avoir arrêtés. Donc, je ne peux pas encore vous répondre, mais c'est en cours. J'avais autre chose que je voulais ajouter sur les traitements, mais ça me reviendra pas. On a une question en ligne. Est-ce que ce type d'étude pourrait permettre la mise en place d'un programme de surveillance ciblée sur les patients atteints de cancer thymique, plus de biologie par exemple? Alors clairement, alors c'est pas le premier travail, hein, encore une fois, qui a mis en évidence l'excès de risque lié au cancer thymique. C'était dans un travail précédent de Joël Salem. Et clairement, les patients qui sont suivis pour un cancer thymique sont maintenant monitorés de manière beaucoup plus rapprochée. En plus, c'est quand même un cancer très rare. Mais d'une manière générale, je pense que les différents éléments qu'on a pu mettre en évidence comme étant des facteurs de risque vont inciter à un monitoring plus important. Et ça me revient à ce que je voulais dire tout à l'heure sur les traitements, c'est que, en fait, au cours de l'évolution, au début, les patients qui étaient hospitalisés pour ces myocardites ou ces myotoxicités sous ICI, surtout des myocardites, c'était des patients extrêmement graves, parce qu'au début, on ne connaissait pas cette maladie. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de patients, dans les tout premiers qui ont reçu des inhibiteurs de checkpoint, qui ont eu des élévations de troponine, qui soit sont passés complètement inaperçus, soit n'ont pas ému plus que ça parce qu'ils avaient d'autres problèmes à gérer. Et puis, donc au début, on n'avait que des cas très graves. Donc, on n'avait pas cette situation-là. On arrêtait le traitement, ils mouraient beaucoup. Et les quelques-uns qui survivaient, on ne leur redonnait pas d'inhibiteur de checkpoint. Et puis, effectivement, tout ça, ça a bougé au cours du temps. Maintenant qu'on monitore les patients, on voit des petites élévations de checkpoint. Et alors là, encore une fois, moi, je ne suis pas clinicienne, mais globalement, quand je discute avec Joëlie, il dit bien qu'il y a des patients pour lesquels ils sont un petit peu à faire coup d'accélérateur, coup de frein, c'est-à-dire qu'on arrête les inhibiteurs pendant un moment, et puis après, quand le cancer repart, eh bien, on remet un peu d'inhibiteurs de checkpoint en surveillant de près le cœur, et puis voilà. Donc, on est presque un peu dans l'expérimentation hein, sur ces sujets-là aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a aussi, vous disiez, le problème quand on arrête les inhibiteurs de checkpoint, c'est que ça condamne le patient. Mais en fait, pas toujours, parce que cette espèce de surréaction du système immunitaire qui donne ces IRAE, parfois est aussi extrêmement efficace contre le cancer. Et donc, il y a des patients qui ont eu une myocardite, par exemple, extrêmement grave, mais ça a complètement nettoyé le cancer. Et donc, on a pu arrêter le traitement. Et puis, bien sûr, ça a fini par rechuter, mais voilà. Et donc après, la question, c'est est-ce qu'on met le même inhibiteur de checkpoint? Il y a toute une stratégie thérapeutique à inventer, mais bon, ça, je la laisserai aux spécialistes. Oui. Une question un peu plus large, notamment, parce que là, c'est vraiment la caractérisation d'une maladie un peu nouvelle qui arrive et l'adéquation entre les codes disponibles et les codes dont on aurait besoin. On sait que ces classifications, elles sont internationales. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des groupes de travail qui viendraient de la recherche ou des cliniciens, y compris même en France, pour adapter peut-être cette classification sur un volet franco-français avant de passer à une échelle internationale? Parce que ce serait vraiment en général, c'est-à-dire qu'il y a plein de pathologies où il nous manque le code précis, on se dit, bah, si vous pouvez travailler dessus, ça apporterait un vrai plus. Alors, l'exemple de ça, c'est le Covid. Parce qu'évidemment, quand le Covid est arrivé, il n'y avait pas de code Covid, et donc il a bien fallu inventer. Donc c'est vraiment la situation où là, c'était tellement important, et puis ça a tellement bouleversé tous les systèmes de soins que ça a été fait. Après, il ne faut pas oublier que ces codes SIMBIS, ils sont faits pour coder principalement le PMSI, dont la raison d'être est quand même des raisons de remboursement des établissements de santé sur les prises en charge des patients. Hein. C'est vraiment à visée de remboursement. Et donc, je ne pense pas que le mouvement va partir des chercheurs. Enfin, en tous les cas, il peut y avoir des mouvements qui partent des chercheurs,
Mais pour que ça aboutisse à des modifications de code, je ne suis pas complètement sûre, mais peut-être que Sophie saura mieux répondre que moi sur ce sujet. Ce que je peux répondre, c'est que l'avenir, c'est pas de réformer la CIM10, mais il y a la CIM11 qui est maintenant la référence et qu'il y a des travaux pour coder les séjours en CIM11 qui sont en cours avec une montée en charge progressive qui est attendue sur les 3-4 années qui viennent. Et si vous regardez la CIM11, les codes sont quand même beaucoup plus précis. Et je pense qu'en tant que clinicien, vous allez beaucoup mieux retrouver vos petits avec la CIM10 qui, on le sait, un peu. La CIM11, c'est une nouvelle classification. Ça fonctionne alors un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a des chapitres, des sous-chapitres. Il est censé y avoir un peu plus de lien entre les codes. C'est surtout qu'ils ont revu les codes de façon plus actuelle. Et une des grosses différences, c'est que quand on code en CIM10, on code un code, et puis un autre, inclut un autre. En CIM11, on peut faire des paquets, qui s'appelle la post-coordination. C'est très utile, par exemple, dans le cancer, où on peut être très, très fin avec le type histologique, est-ce qu'il y a des métastases, etc. Voilà. Mais vous faites CIM11 OMS et vous allez tomber sur toutes les informations. Voilà. Mais donc, il n'y aura pas de nouveau code CIM10 actuellement. Ça, la CIM10, elle est obsolète. Mais c'est en cours d'étude. Donc, moi, je suis médecin de mon activité hospitalière, vous avez compris. Et je fais partie de l'expérimentation CIM11 qui a été lancée cette année, deuxième semestre 25 par la TIH. Le temps de codage, il y a une courbe d'apprentissage évidemment, ça va dépendre beaucoup des outils qu'on aura à disposition. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il faut que ce soit des professionnels du codage, des DIM, des personnels qui travaillent dans les DIM ou les cliniciens qui codent? Pour moi, le degré de finesse fait que ce sera très compliqué pour des non-cliniciens. Après, je vois Quentin qui est là-bas, qui est clinicien et qui a participé aussi à l'expérimentation, qui peut en dire plus si vous voulez, mais je ne sais pas si c'était l'objet de la réunion d'aujourd'hui. L'IA, est-ce que c'est quelque chose, je sais que on a fait dans... Ça arrive aussi, il y a par exemple le collège. L'IA arrive. Écoutez les choses simples, et puis il y a quelqu'un qui dit, ok, je précole, je réalise les choses. On en parle. C'est l'autre expérimentation qu'on fait. Je ne sais pas si il y a une dernière question sur la présentation de Florence. Sinon, je peux vous montrer l'expérience sans dire. On est obligé de réutiliser des ontologies. Si on lance les ALF, pour avoir des vrais. Et j'en profite juste pour rajouter quelque chose, c'est que on ne peut pas faire mieux que les médecins qui ont codé. Souvent, on dit, il y a des spécialistes qui regardent ces données avec nous, qui nous disent, mais là, il y a tel code, mais en fait, quand on voit ça et ça, le médecin s'est trompé. En fait, nous, on travaille avec les codes. On n'est pas là pour faire mieux que ce qui a été codé. On essaye au mieux avec les codes d'approcher les maladies, mais voilà, ça reste des données secondaires. Moi, j'ai juste une question sur le travail qui a été présenté. Est-ce que l'objectif, pour l'instant, c'est vraiment d'identifier des facteurs de risque et ensuite de laisser l'appréciation aux cliniciens, ou est-ce que les cliniciens seraient demandeurs d'aide à la décision à partir d'un score ou quelque chose comme ça pour justement ajuster voilà, on renforce un peu ici, on rediminue, etc. Pour l'instant, c'est trop fin et trop exploratoire et trop... Donc, les deux, au début, c'était exploratoire. Et bien sûr, ça peut être utile pour les médecins d'avoir alors un score, un arbre de décision ou quoi pour les aider à bien screener les patients en fonction de leur niveau de risque ou à faire un suivi qui soit adapté à leur niveau de risque. Et effectivement, il y a un autre travail à côté qui a été fait pour la réalisation d'un score.
mais qui s'est basé aussi sur des données plus cliniques. Parce que je pense que faire un score avec des données de type médico-administratif, donc soit on arrive à faire un score qui se base sur des données plus cliniques, et puis vous voyez bien que dans ce genre de situation, justement avoir les dosages de troponine, etc., c'est important. Après, essayer de le valider sur une population plus large, s'il est constitué de choses qu'on peut retrouver dans le SNDS, on peut regarder ce que ça donne, mais moi, je ne ferai pas forcément un arbre de décision à partir de données SNDS. Merci à tous. Merci Florence. Donc, je vais faire quelques mots de remerciement. Je voulais remercier déjà vous de vous déplacer et d'être venu parmi nous. Je voulais remercier chaleureusement nos trois orateurs pour la qualité des présentations. Je voulais remercier nos institutions, il y en a plusieurs, et le HDH pour nous aider à l'organisation de ce workshop. Un petit remerciement plus particulier à Agathe, Chloé et Sarah de nous avoir vraiment aidés sur le côté opérationnel pour faire que cet événement se passe de la meilleure des façons. On continue à évoluer. Si vous avez des retours sur le format des présentations, n'hésitez pas à nous le faire. On n'a pas encore décidé du prochain événement qui devrait avoir lieu, on pense, dans 2 mois. On n'a pas non plus décidé de la thématique, mais on est preneur de propositions. On va continuer avec ce format-là en essayant de faire une thématique clinique et d'avoir différentes présentations de différentes équipes sur ce sujet. Et je vais m'arrêter là. Je vous propose, donc, je pense qu'elles ne sont pas encore arrivées, mais on a quelques pizzas à partager pour ceux qui veulent continuer la discussion. Je pense qu'il y a plein de choses à discuter tous ensemble. Merci beaucoup.